Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Ce que tu penses de ce qui arrive est plus important que ce qui arrive. Ce n'est pas une invitation à philosopher confortablement assis dans un fauteuil, ni à réciter des maximes creuses. C'est un avertissement sur ce qui se passe lorsque tu perds le contrôle de ton propre jugement. Imagine un matin où tout s'effondre. L'eau froide sous la douche, parce que le gaz s'est arrêté, le courrier inattendu qui annonce des dettes, l'appel qui annonce une perte. Personne ne va résoudre tes problèmes à ta place. Dans le salon, la vaisselle sale s'accumule, l'horloge avance sans pitié, et les réponses que tu attendais n'arrivent pas. Le téléphone vibre avec des messages qui ne font qu'aggraver la journée. Là, avec les mains qui tremblent et le bruit de fond, il ne reste qu'à décider comment répondre. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de spectateur. Reste jusqu'à la fin, car la dernière pratique est la plus difficile à appliquer et la plupart ne l'acceptent pas. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Erreur numéro 1. Vous êtes dans une réunion de travail et la conversation dérive vers des rumeurs concernant les décisions de l'entreprise. Vous remarquez que vous vous laissez entraîner, vous donnez votre avis, vous vous frustrez et vous terminez la journée épuisé par quelque chose qui ne dépend pas de vous. La salle est remplie de murmures, les regards se croisent avec anxiété, les doigts tambourinent sur la table tandis que chacun spécule sur d'éventuels licenciements ou des changements dans la direction. Vous sortez de la salle et l'air semble plus lourd, vos épaules s'affaissent, votre pas est lent. Le café que vous prenez ensuite ne vous réveille pas. La fatigue s'est installée, réelle, physique. En revenant à votre bureau, les courriels s'accumulent sans être traités. Votre concentration s'est évaporée. La règle est simple. Vous n'avez de contrôle que sur vos propres actions, pas sur les circonstances extérieures ni sur les décisions des autres. La norme stoïcienne est claire. Dépenser de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler est un investissement sans retour. Lorsque vous vous obsédez pour des variables extérieures, vous vous épuisez, vous perdez en clarté et vous nourrissez la frustration. L'usure n'est pas seulement mentale, elle affecte aussi votre discipline et votre capacité à prendre de meilleures décisions dans ce que vous pouvez effectivement changer. Vous le remarquez à la fin de la journée, la liste des tâches est restée incomplète, les erreurs se sont multipliées, l'irritabilité vous accompagne jusque chez vous. Le dîner se passe en silence. Votre partenaire perçoit votre mauvaise humeur. Les enfants évitent vos questions. Pensez à ces messages WhatsApp où vous restez à attendre une réponse, vérifiant encore et encore le téléphone. L'icône en ligne s'allume puis disparaît. L'horloge avance et vous êtes toujours là, pris au piège. Ou dans le couple, lorsque vous vous disputez en essayant de changer les pensées de l'autre. Les arguments se répètent, la distance s'accroît, les mots deviennent des armes. Ou à la salle de sport, lorsque vous vous énervez parce qu'il y a trop de monde et que vous ne pouvez pas utiliser la machine que vous souhaitez, la sueur se mêle à l'irritation, vous partez plus tôt, la séance est incomplète. Tout ce temps et cette énergie consacrée à l'incontrôlable, c'est du temps que vous ne consacrez pas à améliorer ce qui dépend vraiment de vous, votre attitude, votre préparation, votre réaction. Le résultat vous montre la vérité. Deuxième point. Erreur 2. Agis même si tu n'as aucune garantie de réussite. Prends des mesures responsables et construis une véritable confiance. Ton problème n'est pas le manque d'opportunités. C'est la paralysie causée par le besoin de certitude. Tu cherches des garanties avant d'agir et pendant ce temps, la vie continue. L'erreur, c'est d'attendre le moment parfait au lieu d'avancer avec ce que tu as aujourd'hui. La règle est simple, l'action responsable construit la confiance, pas la certitude du succès. Il n'existe aucune décision importante sans risque. Celui qui attend une sécurité totale ne récolte que l'immobilisme. La peur de l'erreur te maintient inerte, tandis que d'autres avancent et apprennent. La confiance ne naît pas de l'imagination des scénarios, mais du fait d'affronter l'inconfort et de choisir d'agir. Si tu ne bouges
que lorsque tout est assuré, tu ne quitteras jamais l'endroit où tu es. Au travail, on te propose un nouveau projet. Tu n'oses pas te lancer car tu ne sais pas si cela fonctionnera. Quelques semaines plus tard, tu vois ton collègue assis dans la salle de réunion, exposant des idées que tu aurais pu présenter toi-même. Le responsable l'observe, acquiesce, prend des notes. À ton bureau, tu n'entends que le bourdonnement de l'ordinateur et l'écho de ta propre indécision. Sur WhatsApp, tu évites de dire ce que tu penses parce que tu crains la réaction. La conversation se refroidit, les échanges deviennent superficiels. Autocollants, monosyllabes, réponses tardives. Ton avis ne compte pas et ta présence se dilue derrière l'écran. En couple, tu repousses les conversations inconfortables en attendant le meilleur moment. Quelques jours plus tard, le silence pèse sur la table du petit déjeuner. Les couverts résonnent contre la vaisselle, mais aucun mot n'est prononcé. La distance s'installe, palpable dans l'air, dans les gestes automatiques, dans l'absence de regard. Le résultat, l'opportunité passe, ta voix ne compte pas et la relation se refroidit. La confiance ne se bâtit pas en attendant, elle se forge en agissant même si tu trembles. L'excuse ne te protège pas, elle te trahit. Ce n'est que le début. Erreur 3. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Tout commentaire ne mérite pas une réponse et toute provocation ne justifie pas ta réaction. La règle est simple. Choisis le silence stratégique lorsque parler ne fait qu'alimenter le conflit. Le stoïcisme t'impose une limite. Tu n'as pas le droit d'aggraver une situation simplement parce que tu te sens provoqué. Si tu réponds chaque fois que l'on te pousse, tu perds le contrôle de tes actions et tu abandonnes ton jugement à l'impulsion du moment. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. Répondre sans filtre ne fait que multiplier les problèmes et détruit des relations, le respect et des opportunités qui ont mis des années à être bâties. Imagine qu'au travail, lors d'une réunion, un collègue interrompt ta présentation par une moquerie à peine voilée. Tu observes certains dans la salle baisser les yeux, mal à l'aise. Une réponse immédiate entraînerait simplement les autres à prendre parti. L'ambiance devient tendue, les projets communs se compliquent. Quelques semaines plus tard, les réunions deviennent des champs minés. Personne ne collabore, tout le monde se méfie. La productivité chute, le responsable demande pourquoi le groupe s'est fragmenté. Ou sur WhatsApp, quelqu'un t'envoie un message passif-agressif à 11 heures du soir. La tentation de répondre est forte. Si tu le fais, la discussion se prolonge jusqu'au petit matin. Le lendemain, vous arrivez tous les deux au travail fatigués et distants. Les tâches communes ralentissent, les délais ne sont pas respectés, les supérieurs remarquent la friction. Les rumeurs commencent, de petits groupes se forment pour t'éviter ou pour parler de ce qui s'est passé. À l'inverse, si tu choisis de te taire à ce moment-là, tu coupes le cycle et tu fais preuve d'autocontrôle. L'agresseur se retrouve sans carburant. Personne ne peut t'accuser d'alimenter le conflit. Ton silence devient un mur que la provocation ne peut franchir. L'ambiance, même tendue, n'empire pas. Le lendemain, les autres continuent leurs tâches et la situation ne laisse pas de traces durables. Le résultat te dévoile la vérité. Dans la leçon suivante, tu vas découvrir comment utiliser la discipline stoïcienne pour prendre des décisions sous pression et ne pas céder à l'urgence. Erreur 4. Tiens tes engagements même lorsque personne ne te regarde. Préserver l'intégrité et construire ta réputation. Cesse de te justifier lorsque tu ne tiens pas ce que tu as promis en privé. Ne cherche pas d'excuses pour bien paraître uniquement lorsqu'il y a des témoins. Arrête-toi et affronte ce que cela coûte réellement de ne pas tenir ta parole. La règle est simple. Ton intégrité ne dépend pas de qui te regarde, mais de qui tu es lorsque personne ne le fait. Si tu agis correctement seulement lorsque d'autres t'observent, le prix à payer est ta propre réputation et le respect que tu construis sur le long terme. Chaque fois que tu échoues à tenir un engagement, même minime, et même si personne d'autre ne le remarque, tu perds la maîtrise de toi-même. Le coût n'est pas invisible. Ta parole se déprécie, ta confiance en toi s'affaiblit et ton entourage apprend à ne pas te prendre au sérieux. Tout ce que tu tolères en privé finit
tôt ou tard par se refléter en public. Observe les conséquences. Au bureau, tes collègues cessent de te consulter pour des détails importants car ils savent que tes délais sont flexibles. Quand une date limite approche, personne ne croit que tu remettras ton travail à temps. Les regards se tournent vers d'autres. Lors d'une réunion, quand tu annonces que tu prendras en charge une tâche, tu remarques le silence gênant et l'absence de réaction. Dans ton cercle proche, les invitations commencent à diminuer. Tes amis cessent de t'attendre et commencent à faire des projets sans toi. Ton partenaire, après plusieurs promesses non tenues, arrête de te demander ce changement en suspens. Son visage affiche désormais une expression de résignation. L'atmosphère change. Les portes se ferment en douceur. Les conversations deviennent brèves. Les opportunités disparaissent avant même que tu puisses les remarquer. Chacune de ces défaillances, aussi petites soient-elles, s'accumule contre toi. L'addition arrive. Ta réputation s'érode et ta parole perd de sa valeur. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Et il y a encore plus. Erreur 5. Fixe-toi des limites avant que les autres ne le fassent à ta place. Établir des règles personnelles et éviter les abus extérieurs. Ton problème, ce n'est pas que les autres t'en demandent trop, c'est que tu n'as jamais indiqué jusqu'où ils pouvaient aller. L'erreur, c'est d'attendre que les autres respectent des limites que toi-même tu n'oses pas formuler. La règle est simple. Celui qui ne s'impose pas de limites finit par vivre selon les règles des autres. Si tu ne décides pas toi-même jusqu'où tu autorises quelque chose, quelqu'un d'autre le décidera pour toi. Attendre que le monde devine tes frontières est une forme d'auto-illusion. Le respect n'est pas automatique, il se mérite avec cohérence et fermeté. Quand tu ne fixes pas tes propres règles, tu t'exposes à de petites atteintes qui s'accumulent, jusqu'au jour où tu te demandes pourquoi tu te sens envahi ou épuisé. La facilité d'éviter le conflit initial ne fait que multiplier les conflits à venir. Pense au travail. Tu restes après l'heure parce que tu n'as jamais précisé jusqu'où va ta responsabilité. Sur WhatsApp, tu réponds aux messages à n'importe quelle heure parce que tu n'as pas posé de limite horaire. En couple, tu tolères des remarques déplacées parce que tu préfères ne pas déranger. Ainsi, chaque fois que tu cèdes, tu apprends aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Ce que tu ne corriges pas aujourd'hui devient la norme de demain. Les conséquences ne se font pas attendre. Un dimanche après-midi, alors que tu essaies de te reposer, tu reçois des courriels urgents de clients qui attendent une réponse immédiate. Au bureau, ton bureau se remplit de tâches que d'autres délèguent sans te consulter. À la maison, les réclamations augmentent. Tu peux toujours m'aider, non? L'épuisement se lit sur ton visage, dans les bâillements réprimés pendant les réunions, dans l'anxiété qui s'installe à chaque vibration du téléphone. L'espace personnel se réduit. Conversations privées interrompues, projets annulés pour répondre aux demandes des autres, nuits blanches à ressasser des tâches qui ne sont pas les tiennes. Le point commun, c'est toi, pas la situation. Ce n'est que le début. Erreur 6. Fais de la routine ton bouclier contre l'anxiété quotidienne. Établir des habitudes stables et neutraliser l'incertitude. Il y a une chose que tu dois accepter. L'anxiété quotidienne ne se combat pas en espérant que tout se passe bien, ni en comptant sur l'improvisation. La seule défense réelle, c'est la routine, devenue habitude et critère. Le principe est simple. La routine ne fait pas qu'organiser ta journée, elle bloque aussi l'incertitude qui nourrit tes inquiétudes. Beaucoup pensent que laisser de la place à la spontanéité leur donne de la liberté, mais la réalité, c'est que cette liberté se transforme en anxiété quand tu ne sais pas ce qui vient ensuite, ni comment réagir à l'imprévu. Sans structure, chaque tâche paraît plus lourde, chaque décision t'épuise, et tu finis piégé dans un cycle de stress et de réaction. Le stoïcisme ne propose pas la rigidité, mais un cadre stable pour que tu puisses agir avec maîtrise, même lorsque ton environnement change. Exemple, tu arrives au travail et tu ne sais pas par où commencer. Tu consultes des messages, tu passes d'une tâche à l'autre, on t'interrompt et chaque changement te rend plus tendu. C'est pareil à la maison.
Tu repousses la séance de sport, tu dînes tard, tu dors mal. Tout cela parce que tu n'as pas de séquence établie. Ce manque d'habitude est le terrain fertile de l'anxiété. La journée te contrôle et non l'inverse. Le résultat est évident. Sans routine, tu vis à la merci du chaos et de tes impulsions. L'incertitude se multiplie car il n'y a pas de base solide qui te soutienne. Quand tu corriges cela et que tu établis des habitudes claires, l'anxiété diminue et tu reprends le contrôle. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ordre appliqué chaque jour. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment utiliser la discipline dans les moments de pression pour que ton caractère ne te fasse pas défaut lorsque tu en as le plus besoin. Erreur numéro 7. Ne confonds pas acceptation et capitulation. Distinguer résignation et sagesse et garder l'initiative. Sénèque disait « L'épée ne tue jamais personne, elle n'est qu'un outil dans la main de l'assassin ». Autrement dit, la responsabilité t'appartient toujours, jamais aux circonstances. La règle est simple, accepter la réalité ne signifie pas abandonner ni cesser d'agir. Beaucoup confondent sagesse et résignation. Ils croient qu'accepter ce qu'ils ne peuvent pas contrôler revient à rester les bras croisés. Ce n'est pas le cas. Le stoïcien fait la différence entre ce qui arrive et ce qu'il fait de ce qui arrive. Si tu utilises l'acceptation comme excuse pour éviter l'effort, tu te mens à toi-même. Accepter la situation n'est que la première étape. La suivante consiste à décider ce que tu feras avec ce que tu as. L'erreur consiste à croire que tu ne peux rien faire de plus et à abandonner ta responsabilité. Au travail, tu reçois une mauvaise nouvelle. Un projet est annulé ou on t'attribue une tâche que tu ne voulais pas. Tu peux l'accepter, puis chercher comment t'apporter de la valeur. Ou tu peux te résigner, baisser les bras et laisser le découragement décider à ta place. Cela se voit dans les couloirs. Des collègues qui ne parlent plus pendant les réunions, des livrables qui arrivent incomplets, des courriels qui restent sans réponse. Le bureau devient plus silencieux, l'atmosphère plus lourde. Celui qui se résigne se cache derrière son écran, évite le regard du chef et son nom disparaît des conversations importantes. Dans une dispute de couple, accepter qu'il y ait un désaccord n'est pas capituler, c'est reconnaître le fait puis chercher une solution, non pas abandonner la conversation. La résignation se remarque dans la routine. De longs silences au dîner, des portes qui claquent, des messages qui restent sans réponse. La distance physique devient distance émotionnelle. Les jours passent et l'inconfort s'installe dans la maison. À la salle de sport, une blessure n'est pas une fin, c'est une réalité que tu acceptes, mais ensuite tu adaptes ton entraînement au lieu de cesser de venir. Celui qui abandonne ne franchit même pas la porte. Celui qui accepte revient, change de routine, observe les autres s'entraîner, pose des questions, apprend. La différence se voit dans la sueur, dans les bandages sur la jambe, dans l'effort visible, même lors des exercices les plus simples. Le modèle, c'est toi, pas la situation. Et il y a encore davantage. Erreur 8. Suppose que la majorité de tes problèmes n'auront jamais de solution parfaite. Accepter l'imperfection et cesser de remettre à plus tard les décisions clés. Ton problème, ce n'est pas que le monde soit contre toi, ni qu'il te manque toujours quelque chose pour agir. C'est que tu insistes à attendre la solution parfaite et tu utilises cette excuse pour éviter de décider. Tu t'es convaincu que remettre à plus tard est une preuve de prudence, alors qu'en réalité, c'est la peur de te tromper. La loi stoïcienne est brutale, la perfection n'existe pas. Décider dans la vie réelle implique toujours de choisir entre des options imparfaites. Ne pas comprendre cela te rend faible. Si tu continues à attendre le moment idéal, l'information complète ou la certitude absolue, tu ne garantis qu'une seule chose, tu n'avanceras jamais. L'indécision chronique est une forme d'abandon. Le monde ne s'arrête pas à cause de tes doutes. Tes problèmes pourrissent pendant que tu te caches derrière des excuses. La vie va t'obliger à choisir, que tu le veuilles ou non. Et chaque décision que tu repousses devient un problème plus grand, plus difficile et plus coûteux à résoudre.
Pense à ce message sur WhatsApp auquel tu ne réponds pas parce que tu ne sais pas quoi dire. L'icône bleue reste affichée, une notification permanente, pendant que l'autre personne perd de l'intérêt. Ce courriel professionnel que tu laisses dans les brouillons parce que tu ne trouves pas la phrase parfaite. Quelques jours plus tard, le sujet n'est déjà plus d'actualité ou l'opportunité est partie entre les mains de quelqu'un de plus déterminé. Cette conversation inconfortable avec ton partenaire que tu repousses encore et encore en attendant le meilleur moment. Il ne vient jamais. Le silence devient une habitude. La distance s'installe à la maison. 2 tasses intactes sur la table, des regards évités dans le couloir, des messages monosyllabiques. Tout cela s'accumule. Le respect que tu perds ne se récupère pas. Le coût de ne pas décider est bien plus élevé que celui de mal décider. Les opportunités ferment leurs portes sans bruit. Les collègues cessent de te consulter. Les amis arrêtent de t'inviter. Le temps que tu passes à te justifier est du temps que d'autres utilisent pour te dépasser. Tu peux continuer à attendre la solution parfaite, mais la vie te dépassera quand même. Personne ne va t'attendre. Personne ne te pardonnera le manque de caractère. Le respect se perd en silence à chaque décision que tu ne prends pas. Ignorer ces piliers n'est pas sans conséquence. Le prix se paie en journée gâchée à t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas changer. Il se paie en occasion perdue parce que tu as attendu des garanties qui ne sont jamais venues. Il se paie en relations abîmées par des mots lancés sans réfléchir. Il se paie dans l'anxiété qui grandit lorsque tu laisses la routine être dictée par le chaos et non par toi. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, l'addition s'alourdit. Moins de respect de soi, moins de contrôle, plus de conflits. Ne pas poser de limites te laisse à la merci des autres. Ne pas tenir tes promesses, même quand personne ne regarde, érode ton caractère jusqu'à ce que même toi, tu ne te fasses plus confiance. Et attendre des solutions parfaites ne fait que retarder des décisions que tu devras de toute façon prendre. Le prix de l'ignorance du stoïcisme, c'est de vivre toujours dans la réaction, jamais dans le contrôle. Dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons tu as le plus de mal à appliquer. Si cela t'a été utile, abonne-toi. L'addition finit toujours par arriver. Toujours. Souhaitez-vous apprendre à mieux vous valoriser, à maintenir votre indépendance et à savoir quand vous éloigner des situations qui ne vous profitent pas? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 règles puissantes qui vous aideront à renforcer votre estime de soi, à gérer vos relations de manière saine et à devenir une personne captivante qui attire sans jamais perdre sa propre essence. Voici votre guide pour apprendre à établir des limites, protéger votre bien-être et construire une présence irrésistible. Allons-y. Première règle, ne sois pas toujours disponible. Valorise ta propre disponibilité. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours intéressées par ceux qui sont plus difficiles à atteindre? C'est parce que ce qui est rare est précieux. Si tu es tout le temps disponible, si tu réponds immédiatement et que tu es toujours joignable sans t'en rendre compte, tu commences à perdre cette valeur qui te rend attirant. Imagine un bijou rare. Il ne se trouve pas n'importe où, il n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est justement pour cela que tout le monde le désire. Toi, tu es ce bijou. Valoriser ta propre disponibilité ne signifie pas ignorer les autres, mais comprendre que ton temps est précieux et ne devrait pas être accordé sans réflexion. Pense-y, quand tu es toujours disponible, tu envoies un message, même sans le vouloir, « Mon temps n'est pas si précieux ». Mais lorsque tu te concentres sur ta propre vie, tes projets, et que tu fais de la place pour les autres de manière intentionnelle, ta présence devient un cadeau, quelque chose que les autres attendent et apprécient bien plus. L'attente, ce sentiment de ne pas pouvoir t'avoir tout le temps, crée un désir naturel de se rapprocher davantage de toi. Imagine cette situation. Tu reçois un message de quelqu'un que tu aimerais mieux connaître, et sans réfléchir, tu réponds aussitôt. Tu le fais à plusieurs reprises, et sans t'en rendre compte, cela devient une dynamique où ta disponibilité est constante, tandis que la sienne est intermittente.
Quel est le résultat? L'intérêt diminue. Pas parce que tu n'es pas intéressant, mais parce qu'il n'y a plus rien à attendre, rien à chercher. Tout est là, prêt et accessible. En revanche, lorsque tu choisis de ne pas être toujours disponible, tu crées une atmosphère de mystère et de respect envers ton propre temps. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de te concentrer d'abord sur toi, de prioriser tes besoins et de donner ton attention de manière sélective. Maintenant, réfléchis. Comment changent les dynamiques quand tu priorises ta disponibilité? Garder un équilibre entre être présent et avoir ton propre espace ne te rend pas seulement plus attirant, mais préserve aussi ton énergie et ton attention sur ce qui compte vraiment. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité de temps que tu donnes qui compte, mais la qualité et le sens que tu y mets. Un exemple de la vie réelle. Pense aux personnes occupées et à succès. Elles ne sont pas toujours disponibles parce que leur temps est consacré à leurs propres projets, objectifs et bien-être. Tu peux appliquer cette même énergie à ta vie, en montrant que ton temps est aussi précieux et que quand quelqu'un le reçoit, c'est un privilège, pas une constante. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté d'être toujours disponible, arrête-toi et demande-toi: est-ce une bonne utilisation de mon temps? Est-ce que je valorise ma propre disponibilité? Ne te précipite pas à répondre immédiatement. Donne aux autres le temps de te chercher et de valoriser ta présence. Deuxième règle, maintiens l'intérêt et ne sois pas toujours le premier à parler. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou romantique, la communication est essentielle. Mais il existe une stratégie subtile que nous oublions souvent. Ne pas toujours être le premier à parler. Il ne s'agit pas de jouer au désintéressé, mais de maintenir un équilibre et de laisser l'autre personne montrer également son intérêt et ses efforts dans la conversation. Quand c'est toujours toi qui prends l'initiative, qui brise le silence ou qui mène la discussion, sans t'en rendre compte, tu peux finir par envoyer le message que tu as besoin de la validation de l'autre personne. Mais si tu t'accordes une pause, si tu attends et laisses l'autre prendre l'initiative, non seulement tu maintiens l'intérêt vivant, mais tu crées aussi un espace pour que l'autre montre combien il tient à rester en contact avec toi. Pense à ceci. Les conversations sont comme une danse. Si tu mènes toujours la danse, si tu marques toujours le rythme, tu ne permets pas à l'autre de participer activement. Mais quand tu attends, quand tu fais un pas en arrière, tu invites l'autre à se rapprocher de toi, à montrer son intérêt et à maintenir la conversation vivante de son côté. Imagine cette situation. Tu es dans une conversation par message avec quelqu'un qui t'intéresse. D'habitude, c'est toi qui envoies le premier message, qui pose les questions et qui maintient le flux. Cette fois, tu décides d'attendre. Tu laisses la conversation respirer. Et le surprenant, c'est que lorsque l'autre personne finit par initier, ces mots ont plus de poids, l'intérêt semble authentique car il n'a pas été forcé, et l'effort vient des deux côtés. Cette approche ne concerne pas la manipulation, mais l'équilibrage de la balance. Montrer de l'intérêt est important, mais pas au prix de porter tout le poids de la communication. Quand tu laisses les autres prendre l'initiative, tu investis dans une dynamique plus saine et attirante. Un exemple dans la vie réelle, pense aux personnes qui t'intriguent le plus. Souvent, ce ne sont pas celles qui parlent toujours ou prennent constamment l'initiative, mais celles qui savent t'écouter, qui interviennent aux moments opportuns et qui laissent de la place pour que les autres puissent aussi s'exprimer. Ce type de personnes suscite l'intérêt parce que leurs paroles ont un poids particulier. Elles ne parlent pas simplement pour remplir le silence, mais quand elles ont vraiment quelque chose à dire. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti que tu portais la charge de maintenir une conversation? Comment la dynamique change-t-elle lorsque tu décides d'attendre et de voir si l'autre personne se montre suffisamment intéressée pour faire le premier pas? Maintenir cet équilibre ne réduit pas seulement la pression sur toi, mais crée aussi une relation où chacun a l'occasion de montrer son intérêt sincère. La prochaine fois que tu te retrouves dans une conversation, essaie de ne pas être toujours le premier à parler.
Apprécie le silence, laisse l'autre aussi s'approcher et surtout valorise les pauses. Parce qu'au final, l'intérêt ne se maintient pas seulement par ce que nous disons, mais aussi par ce que nous laissons en suspens, attendant d'être découverts. Troisième règle, fais attention à l'attachement et maintiens ton indépendance émotionnelle. L'attachement émotionnel peut sembler naturel dans toute relation, mais lorsqu'il devient excessif, il peut être un obstacle à ton bien-être et à ta capacité de maintenir une connexion saine. Préserver ton indépendance émotionnelle ne te protège pas seulement, mais te rend aussi plus attirant et équilibré dans n'importe quelle dynamique personnelle. L'attachement excessif survient souvent lorsque tu cherches chez quelqu'un d'autre ce que tu devrais cultiver en toi-même, la sécurité, le bonheur et l'estime de soi. Lorsque tu confies ton bien-être émotionnel à quelqu'un d'autre, tu deviens vulnérable à ses humeurs, à ses décisions et à sa disponibilité. Le problème, c'est qu'au cours de ce processus, tu peux perdre de vue qui tu es en dehors de cette relation. Imagine ceci. Tu commences à te sentir anxieux si tu ne reçois pas de réponse à un message ou si tu ne vois pas cette personne aussi souvent que tu le souhaiterais. Tu t'inquiètes et ton état d'esprit devient le reflet de ses actions. Cela ne génère pas seulement de l'insécurité, mais met aussi une pression inutile sur la relation. Maintenir ton indépendance émotionnelle ne signifie pas que tu ne dois pas te connecter ou ressentir, mais que tu dois te rappeler que ton bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne. Tu es responsable de ton propre bien-être et c'est ce qui te donne une véritable force. Quand tu te concentres sur le maintien de ton autonomie émotionnelle, tu réduis l'anxiété et tu évites de devenir quelqu'un qui cherche constamment une validation externe. Pense aux personnes que tu admires. Elles sont souvent sûres d'elles, avec leurs propres intérêts et passions. Elles ne dépendent pas de l'approbation constante des autres. Et c'est ce qui les rend plus attirantes et centrées. Cette indépendance ne les protège pas seulement, mais elle élève aussi la qualité de leurs relations, car elles se connectent depuis un lieu de plénitude et non de manque. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu ressenti que tes émotions étaient trop liées aux réactions de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de chercher cette validation externe, tu pouvais la trouver dans tes propres accomplissements, dans tes propres passions? Maintenir ton indépendance émotionnelle te permet de profiter des relations sans te perdre dedans. Cela te donne le pouvoir de marcher à ton propre rythme, sans que tes émotions ne dépendent de chaque geste de l'autre personne. La prochaine fois que tu sens que ton attachement commence à grandir, fais une pause. Demande-toi, est-ce que je maintiens mon indépendance émotionnelle? Rappelle-toi que, même si c'est naturel de vouloir se connecter, ta véritable force réside d'abord dans le fait d'être toi-même. Ne te définis pas par ce que les autres font ou disent. Trouve cet équilibre où tu peux donner et recevoir sans perdre ton essence. En maintenant ton indépendance émotionnelle, tu deviens quelqu'un qui apporte, qui enrichit, et non quelqu'un qui s'accroche par peur ou insécurité. C'est là que réside la véritable connexion, dans la capacité d'être ensemble, tout en restant complet, chacun de son côté. Quatrième règle, révéler juste ce qu'il faut, le mystère est captivant. T'es-tu déjà senti intrigué par quelqu'un qui ne révèle pas tout sur lui-même? C'est la magie du mystère. Il y a un pouvoir incroyable à ne pas tout dévoiler immédiatement, à laisser des petites pièces de ton histoire en suspens, invitant les autres à vouloir en savoir plus. Il ne s'agit pas d'être distant ou inaccessible, mais de comprendre que le mystère est un outil qui maintient l'intérêt et la curiosité vivants. Le mystère est comme un roman fascinant. Chaque chapitre laisse quelque chose en suspens, une question sans réponse qui te pousse à continuer la lecture. De la même manière, quand tu ne révèles que le strict nécessaire sur toi, tu crées une atmosphère d'intrigue. Tu n'es pas en train de mentir ou de cacher qui tu es. Tu permets simplement aux autres de découvrir ton histoire à leur rythme. Pense à ceci. Quand tu partages tout d'un coup, tu donnes aux autres l'impression qu'ils te connaissent déjà entièrement, et l'intérêt peut rapidement s'estomper. Mais quand tu choisis d'être un peu réservé,
Quand tu ne te précipites pas à dévoiler chaque détail de ta vie, tu crées une aura d'attraction qui invite à l'exploration. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Cette personne ne révèle pas toutes ses pensées, ni toutes ses expériences tout de suite. À la place, chaque conversation devient une petite fenêtre sur son monde, laissant de la place à l'imagination et au désir d'en savoir plus. Cette approche ne rend pas seulement la conversation intéressante, elle te permet aussi de voir si tu veux vraiment t'ouvrir davantage. Dans la vie réelle, une figure comme Elon Musk a su maintenir une aura de mystère, non seulement par ses projets innovants, mais aussi par sa personnalité réservée. Il ne partage pas tous les détails de sa vie personnelle, ni ses pensées. Et cette combinaison entre ce qu'il montre et ce qu'il garde pour lui a maintenu l'intérêt des gens. Ce n'est pas seulement ses réussites, mais cette imprévisibilité qui l'entoure, qui le rend fascinant pour beaucoup. Maintenant, réfléchis. Combien de fois as-tu senti que tu avais révélé trop de choses trop vite pour ensuite le regretter? Apprendre à doser ce que tu partages ne te protège pas seulement. Cela maintient aussi l'intérêt des autres. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de tout raconter. Certaines choses peuvent rester avec toi, jusqu'à ce que tu décides que c'est le bon moment pour les révéler. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de tout raconter sur toi, ralentis un peu. Pense à ta vie comme un livre qui mérite d'être lu lentement, chapitre par chapitre. En faisant cela, tu deviens non seulement plus intéressant, mais aussi quelqu'un qui contrôle sa propre histoire. Garder le mystère n'est pas un jeu, c'est une façon d'honorer ton parcours, de ne révéler que l'essentiel et de laisser le reste se dévoiler au fil du temps. Car au final, ce qui est découvert peu à peu a toujours une valeur bien plus grande et durable. 5e règle, fais de ton bonheur ton plus grand atout. La véritable attraction ne réside pas dans ce que tu possèdes ou dans ton apparence, mais dans le bonheur et la confiance que tu irradies de l'intérieur. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont heureux et épanouis, car cette énergie positive est contagieuse et magnétique. Lorsque ton bonheur vient de toi-même et non de la validation des autres, tu deviens une personne que les autres veulent avoir près d'eux. Être heureux ne signifie pas ignorer tes problèmes ou vivre dans une bulle, mais apprendre à apprécier qui tu es et ce que tu as dans le présent. Quand tu cultives ton propre bonheur, tu envoies un message clair. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Cela te rend non seulement plus attirant, mais te protège également de tomber dans le piège de la dépendance émotionnelle envers autrui. Pense à ceci, les personnes heureuses sont comme des aimants. Elles ne cherchent pas constamment l'approbation ou la validation. Elles profitent de leur vie, poursuivent leur passion, et c'est cette lumière qui attire les autres vers elles. Ton bonheur doit être ta carte de visite principale, celle qui montre que tu es entier et que toute relation dans ta vie est un ajout, non une nécessité. Un exemple philosophique, pense à Épicure, un philosophe qui a consacré sa vie à chercher le bonheur à travers le plaisir simple et la paix intérieure. Épicure enseignait que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le plaisir excessif ni dans la validation externe, mais dans la tranquillité et la satisfaction de ce que l'on a. Son approche de la joie intérieure et de l'autosuffisance a fait de lui une figure qui, des siècles plus tard, continue d'inspirer ceux qui cherchent une vie épanouie. Épicure montrait que la plus grande attraction est le bonheur que l'on trouve en soi-même, non dans l'approbation des autres. Maintenant réfléchis, combien de fois as-tu cherché le bonheur dans l'approbation de quelqu'un d'autre? Et si, au lieu de cela, tu te concentrais sur ce qui te rend vraiment heureux, peu importe ce que pensent les autres? Fais de ton bien-être personnel une priorité et laisse cela parler pour toi. Tu n'as pas besoin de dire au monde que tu es heureux. Ton attitude, ton énergie et ta façon de vivre le démontreront par elles-mêmes. La prochaine fois que tu te sentiras tenté de chercher une validation externe, souviens-toi que la véritable attraction provient d'un bonheur authentique qui naît de l'intérieur. Consacre du temps à ce que tu aimes, à ce qui te nourrit et laisse cette passion devenir ta meilleure carte de visite.
Quand tu fais de ton bonheur ton plus grand atout, tu deviens irrésistible. Non pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que les gens ressentent cette énergie et veulent en faire partie. En fin de compte, ce qui compte le plus, ce n'est pas combien tu te démènes pour être attirant pour les autres, mais à quel point tu es satisfait et heureux de toi-même. C'est la vraie force et le plus grand attrait que tu puisses avoir. 6e règle, ne tourne pas autour des autres et garde ton autonomie. Il est facile de tomber dans le piège de centrer sa vie autour d'une autre personne, surtout quand elle compte beaucoup pour toi. Cependant, quand tu tournes constamment autour de quelqu'un d'autre, non seulement tu mets en danger ton indépendance, mais tu affaiblis aussi ton propre sens de l'identité. Préserver ton autonomie est essentiel pour qu'une relation reste saine, équilibrée et durable. Imagine que tu es une planète avec ta propre orbite, tes propres intérêts, rêves et objectifs. Si tu commences à graviter autour d'une autre personne, tu perds ton centre et tout ce qui te rend unique. En revanche, en maintenant ta propre trajectoire, tu permets à chacun de briller sans que l'un dépende entièrement de l'autre. Pense à cet exemple. Des philosophes comme Friedrich Nietzsche défendaient l'idée du surhomme ou Übermensch, une figure qui se définit par elle-même et ne dépend ni de la validation ni du contrôle des autres. Nietzsche croyait qu'on devait créer son propre chemin, en gardant son autonomie et en vivant selon ses propres valeurs et désirs, sans se laisser emporter par les attentes des autres. Cette idée est cruciale dans toute relation, ne pas se perdre soi-même dans le désir de plaire aux autres. Imagine cette situation. Tu rencontres quelqu'un qui t'intéresse et petit à petit, tu commences à ajuster tes horaires, tes priorités et tes décisions pour t'adapter à sa vie. Au début, cela peut sembler être un acte d'amour ou d'intérêt, mais avec le temps, tu te rends compte que tu as mis de côté tes propres objectifs et passions. En perdant cette autonomie, tu perds aussi une partie de ce qui te rendait attirant au départ. Garder ton autonomie ne signifie pas être égoïste ou indifférent, mais préserver ton individualité. Il s'agit de cultiver ton propre univers, rempli d'activités, de personnes et d'objectifs qui te nourrissent et te comblent. Quand tu restes autonome, tu ne protèges pas seulement ton identité, mais tu apportes aussi quelque chose d'unique et de précieux à la relation. Réfléchis, combien de fois as-tu senti que tu t'es perdu dans la vie de quelqu'un d'autre ? Que se passerait-il si, au lieu de tourner autour des autres, tu commençais à prioriser ton propre chemin ? Garder ton autonomie ne te rend pas seulement plus fort, mais aussi plus attirant, car tu montres que tu es quelqu'un avec une vie complète et riche en soi. La prochaine fois que tu sens que tu perds ton autonomie, demande-toi, est-ce que je vis ma vie ou celle de quelqu'un d'autre ? Réaffirme tes propres intérêts, continue de poursuivre tes objectifs et rappelle-toi qu'une relation saine ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à grandir ensemble sans cesser d'être soi-même. Au final, garder ton autonomie ne renforce pas seulement ton sens de l'identité, mais permet aussi aux autres de voir la richesse de qui tu es réellement. Tu n'as pas besoin de tourner autour de qui que ce soit pour être complet. Tu es suffisant tel que tu es, avec ton propre éclat et ta propre trajectoire. 7e règle, sois inestimable et permets-leur de mériter ta présence. Ta présence est un cadeau, pas quelque chose qui doit être pris pour acquis. Dans toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il est essentiel que tu te perçoives comme quelqu'un d'inestimable. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais de reconnaître ta valeur et de permettre aux autres de la reconnaître également. L'idée est simple. Ce qui est obtenu par l'effort est davantage apprécié, et ta présence ne devrait pas faire exception. Lorsque tu es toujours disponible et prêt, quand tu donnes ton temps et ton attention sans qu'ils soient mérités, les autres peuvent finir par en abuser. Mais quand tu te présentes comme quelqu'un avec une valeur unique, tu crées un espace où les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, pour gagner ton attention et ton temps. Pense à cette analogie. Comme un diamant brut,
Ta valeur ne réside pas seulement dans ce que tu offres, mais aussi dans ce que tu exiges en retour. Respect, effort et appréciation sincère. Être inestimable ne signifie pas jouer avec les sentiments des autres, mais établir un standard sur la façon dont tu veux être traité. Un exemple dans la vie réelle, prenons Socrate, l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Socrate ne recherchait pas l'approbation des autres et ne s'offrait pas constamment pour être écouté. Au contraire, il permettait à ceux qui voulaient vraiment apprendre de lui de s'approcher et de démontrer leur intérêt et leur respect. Sa sagesse n'était pas accessible à tous, car il ne se livrait pas sans plus. Il fallait mériter le droit d'écouter ses enseignements. Cette approche l'a non seulement rendu inestimable, mais a aussi fait que ses leçons étaient profondément appréciées par ceux qui avaient l'opportunité de les entendre. Maintenant, réfléchis, combien de fois as-tu offert ton temps et ton énergie à des personnes qui ne le méritaient pas vraiment? Et si, au contraire, tu permettais aux autres de mériter ta présence? Il ne s'agit pas d'élever des barrières, mais de démontrer que tu as une valeur intrinsèque qui mérite d'être reconnue et appréciée. La prochaine fois que tu ressens le besoin d'être toujours disponible ou de tout donner sans mesure, arrête-toi et demande-toi: est-ce que je permets aux autres de mériter ma présence? Définis ta valeur et ne la compromets pas. Quand les autres doivent faire des efforts pour être près de toi, ils n'apprécient pas seulement plus ta compagnie, mais ils te perçoivent aussi comme quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Être inestimable ne signifie pas jouer les durs, c'est être fidèle à toi-même et savoir que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Au final, ceux qui t'apprécient vraiment feront l'effort, et c'est là que se trouve la base des relations qui en valent vraiment la peine. 8e règle, deviens indispensable et fais en sorte que ton absence soit remarquable. Dans tous les domaines de la vie, être indispensable ne signifie pas simplement être présent, mais apporter quelque chose d'unique et de précieux, au point que ton absence se fasse profondément sentir. Quand tu deviens une personne dont l'impact et la contribution sont inégalables, tu t'assures que ceux qui t'entourent apprécient non seulement ta présence, mais aussi tout ce que tu apportes. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de toujours être au centre de l'attention. Il s'agit de faire en sorte que ce que tu apportes soit tellement significatif que lorsque tu n'es pas là, il y ait un vide que les autres ne puissent ignorer. Cela te confère une place spéciale dans la vie des autres et te permet également de définir ta valeur de manière tangible. Réfléchis-y. Une personne devient indispensable, non pas parce qu'elle fait tout pour tout le monde, mais parce que ce qu'elle fait a un impact réel et positif. Que ce soit dans tes relations personnelles, au travail ou dans ta communauté, être indispensable signifie que les choses ne seraient pas les mêmes sans toi. Exemple philosophique, considère Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Pendant son règne, Marc Aurèle n'a pas seulement dirigé avec sagesse et compassion, mais sa présence et ses décisions étaient si fondamentales que son absence ou un manque de leadership aurait laissé un vide insurmontable. Ce n'était pas seulement son autorité qui le rendait indispensable, mais sa capacité à guider avec des principes solides, sa sagesse et son habileté à inspirer les autres. Marc Aurèle s'est rendu indispensable non seulement par ce qu'il faisait, mais par la manière dont il le faisait, laissant un héritage qui a marqué l'histoire. Maintenant réfléchis, comment peux-tu devenir indispensable dans ta propre vie et dans celle des autres? Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, d'apporter quelque chose que personne d'autre ne peut offrir de la même manière. Pense à ce qui te rend unique et concentre-toi sur le développement de ces qualités. Que ton travail, ta présence et tes actions parlent pour toi. La prochaine fois que tu te sens sous-estimé ou que ta présence semble passer inaperçue, pose-toi la question: est-ce que j'apporte quelque chose de vraiment significatif? Plutôt que de te battre pour être vu à tout prix, travaille à devenir quelqu'un dont l'absence se fait remarquer. Car lorsque tu deviens indispensable, tu n'as pas besoin de rappeler aux autres ta valeur. Ils le sauront parce qu'ils perdent en ton absence.
Fais-toi indispensable et ton impact sera si puissant que même en ton absence, tu laisseras une trace. Ne cherche pas simplement à faire partie de la foule. Sois la pièce qui fait que tout fonctionne d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire. 9e règle. Avant de prendre soin des autres, prends soin de toi d'abord. Il est naturel de vouloir aider et prendre soin des autres, surtout des personnes qui te tiennent à cœur. Cependant, il arrive souvent que l'on oublie que l'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pour pouvoir véritablement prendre soin des autres, il faut d'abord s'assurer d'aller bien soi-même. Ce n'est pas une leçon d'égoïsme, mais de sagesse. Avant de remplir les verres des autres, ton propre verre doit être plein. Pense à ceci, lorsqu'on prend l'avion, les consignes de sécurité précisent toujours que tu dois d'abord mettre ton propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas par manque de générosité, mais parce que si tu ne t'assures pas d'être en sécurité, tu ne pourras pas aider efficacement les autres. Il en va de même dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas être une source de soutien, d'amour et de soin pour les autres si tu t'es négligé toi-même. Exemple philosophique, pense à Aristote qui parlait de l'importance de la vertu et de la vie équilibrée. Selon Aristote, pour être une bonne personne et agir au bénéfice des autres, il faut d'abord travailler sur son propre bien-être et son caractère. L'éthique de l'autoréflexion et du soin de soi était essentielle pour lui. Un individu devait d'abord se cultiver avant de pouvoir influencer positivement la vie des autres. Son idée était claire. Ce n'est que lorsque tu atteins ton propre équilibre que tu peux étendre cette harmonie à ton entourage. Imagine cette situation. Tu te consacres tellement à prendre soin des autres que tu t'oublies toi-même. Peut-être que tu fais des heures supplémentaires pour aider tes collègues, que tu te préoccupes de résoudre les problèmes de tes amis ou que tu mets toujours les besoins de ta famille avant les tiens. Peu à peu, tu commences à te sentir épuisé, frustré et déconnecté de toi-même. Cela n'affecte pas seulement ton bien-être, mais aussi la qualité de l'aide que tu peux offrir. Réfléchis. Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens? Et plus important encore, comment change ton énergie et ta capacité à prendre soin des autres lorsque tu t'es d'abord occupé de toi? Prioriser ton bien-être n'est pas un signe d'égoïsme, mais d'intelligence émotionnelle, car ce n'est que lorsque tu es complet que tu peux donner le meilleur de toi-même aux autres. La prochaine fois que tu sens que tu te négliges pour prendre soin des autres, fais une pause. Demande-toi, suis-je vraiment bien? Suis-je en mesure d'aider sans compromettre mon propre bien-être? Prendre soin de toi d'abord ne te rend pas moins généreux ou compatissant. Cela te rend plus fort, plus capable et plus conscient de comment et quand donner ton aide. Souviens-toi, avant de prendre soin des autres, assure-toi d'être à ta meilleure version. Car lorsque tu prends soin de toi, tu améliores non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux qui dépendent de toi. 10e règle. Savoir quand et comment partir. Savoir quand et comment partir est l'une des compétences les plus difficiles, mais aussi l'une des plus puissantes que tu puisses posséder dans la vie. Que ce soit dans une relation, un travail ou une situation qui ne te sert plus, reconnaître le moment approprié pour partir est un acte d'auto-soin et de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais de comprendre que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela demande du courage de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas et d'avoir la bravoure de s'éloigner pour protéger ton bien-être et ta croissance. Rester par peur du changement, par confort ou par pression extérieure ne fait que t'enchaîner à une version de toi-même qui n'évolue pas. Exemple philosophique. Pense au stoïcisme, et en particulier à Épictète, qui enseignait que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Épictète soulignait l'importance de ne pas s'accrocher à des situations qui nous causent du tort émotionnel ou qui n'apportent rien à notre vie. Savoir quand partir est une manifestation de cette philosophie, une reconnaissance que parfois,
La meilleure façon de préserver notre paix intérieure est de s'éloigner de ce que nous ne pouvons pas changer. Imagine cette situation. Tu es dans une relation qui ne te rend plus heureux, dans un travail qui te stresse plus qu'il ne te motive, ou dans une amitié devenue toxique. Tu t'accroches parce que tu penses que les choses vont changer, ou parce que tu as investi trop de temps et d'énergie. Mais plus tu restes, plus tu te rends compte que tu perds des parties de toi-même dans le processus. Prendre la décision de partir n'est pas facile, mais c'est libérateur. Réfléchis, combien de fois as-tu prolongé une situation qui n'était plus saine pour toi? Que se passerait-il si tu faisais confiance à ton instinct et te permettais de partir? Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, et tous les endroits ne sont pas là où tu appartiens. Savoir partir n'est pas une défaite, mais un choix conscient de mettre ton bien-être en premier. La prochaine fois que tu te trouves dans une situation qui ne te profite plus, pose-toi la question. Est-ce que je reste par peur, par habitude ou par amour-propre? Souviens-toi que partir est parfois l'acte le plus courageux et celui qui te rapproche le plus de ta vraie paix. En partant avec dignité et clarté, tu te donnes l'occasion de redécouvrir qui tu es en dehors de cette situation. Parce que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de faire ce pas vers l'inconnu et de faire confiance au fait qu'en fermant cette porte, de meilleurs s'ouvriront. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.